Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PT Bank OK Indonesia? Je ne connais pas cette compagnie, sérieusement. Franchement, je ne connais pas cette entreprise. Okay, c'est une demande d'un abonné top premium. Donc, je vais aller ici rapidement. En plus, c'est une bancaire en Indonésie. Wow. So, je rappelle que le lien vers le service top premium dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez me faire analyser ce genre de compagnie ici en vous abonnant au service top premium parce que je n'aurai pas le choix que de le faire. OK? En plus, ça, vous avez d'autres éléments ici, comme par exemple mes 2 choix d'analyse mensuels, OK, où généralement je présente des analyses, des notes d'analyse sur moi, des entreprises qui m'intéressent personnellement, OK, c'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente la compagnie en question. C'est-à-dire que si elle vous intéresse, vous y investissez, d'accord, mais en connaissance de cause, parce que vous avez lu les rapports financiers, OK. En plus de cela, chaque mois, enfin, vous avez également la possibilité de pouvoir recevoir ici, de pouvoir vous abonner aux formations actuelles et à venir à un tarif préférentiel pour le moment. OK? So, maintenant, concernant PT Bank OK Indonesia TBK, je ne connais pas cette compagnie encore, il faut que j'aille regarder. La monnaie en Indonésie, c'est quoi là? Comment on appelle cette chose-là? IDR, currency, OK. C'est le roupie indonésien. OK. So, moi, quand je vois une banque, la première chose qui me vient en tête, c'est d'abord de regarder l'évolution des dépôts. Okay, je vais aller très rapidement et il y a certains éléments que je vais omettre littéralement parce que ça va se retrouver ici dans la formation thématique concernant les banques. Le lien étant dans la description. Donc ici, on a l'évolution des dépôts. OK, j'aime bien ça. D'accord. Maintenant, j'aimerais également aller regarder les dépôts sur les prêts sur dépôt. Donc je constate quoi ici? C'est-à-dire que les dépôts sont de 6 milliards 242 enfin 6 242, on va le dire comme ça, laissons-le comme ça, c'est même 6 trillions de roupies indonésiens, mais on prête plus de 100% de ce montant-ci. C'est-à-dire qu'on a recours au prêt, on a recours à l'emprunt, d'accord, à l'endettement, excusez-moi. On a recours à l'endettement pour prêter la somme supplémentaire au-delà de 100%. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Ça fragilise le bilan financier de la compagnie. Ce qui est drôle, c'est que quand on va regarder cette compagnie-ci du point de vue du point de vue revenu, qu'est-ce qu'on constate? Croissance des revenus. OK? Là, je pense qu'on a une acquisition quelque part ici parce que ça, c'est pas normal. OK? En supplément de ça, on constate quoi? Le net income ici, qui est très important pour les banques. OK? On constate quoi? Le net income ici est... regardez bien le revenu. Croissant. Net income en termes de volume est décroissant. Oui, la pandémie est passée par là. Je vais peut-être prendre parce que les banques ici sont très spécialisées pour avoir des éléments exceptionnels tous les jours. Donc, on doit souvent prendre ici les net income normalisés. Donc, net income, normalize, net income ici. On va les prendre là. Et encore, tout ça en vérifiant si la comptabilité est la même en Indonésie. OK? Donc, ici, constatez que les net income ici sont aux alentours, sont presque similaires à ce qu'on avait précédemment, alors que le revenu est 3 fois à 4 fois plus élevé. Ça n'a pas de sens. Sauf si Coifin s'est trompé au niveau du revenu. OK? Ça, déjà, je n'aime pas. Maintenant, peut-être que c'est une erreur de Coifin, mais quand je regarde le return on equity, métrique très importante pour les banques, je recherche au moins 10%. Vous constatez quoi? On n'a même pas 1%. Déjà, à partir d'ici, je sais que je ne vais même pas... Je veux rien du tout. Rien en supplément sur cette banque si je passe à autre chose. Un return on equity inférieur à 10%, ça veut dire que vous avez, pour tout l'actif que vous avez, vous pouvez uniquement générer 3%. Soit vous manquez vraiment d'opportunités intéressantes dans votre territoire, ou également, à la fin de la journée, vous avez généralement ici des prêts qui sont des prêts non performants très élevés. Donc, on peut aller regarder ça ici, non-performing loan par rapport non-performing loan par rapport au total des assets. On a quoi? 2,56%. Vous pensez que c'est petit? C'est pas petit, hein? C'est énorme. C'est énorme. 2,56%. Donc, quand on prend ici le non-performing loan ici par rapport à tout ce qui est par le allowance for credit losses, donc c'est-à-dire que quel est à peu près le pourcentage de provision qu'on a mis de côté par rapport aux actifs non performants, aux prêts non performants, c'est-à-dire que si ces actifs qui sont non performants aujourd'hui, si on venait à les déclarer comme une perte totale ici, est-ce qu'on a des provisions de côté? D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on devrait retrouver ici un ratio généralement supérieur à 100%. C'est important. Il faut qu'il soit supérieur à 100%.
Ici, il est de 50,49%. C'est-à-dire que si les actifs non performants de la banque présentement, si ces actifs-là deviennent si ces actifs-là sont déclarés comme étant des pertes totales ici, en fait, l'entreprise aura besoin de 50% de capital en plus. Et si on regarde ici le non-performing loan ici, attendez, non-performing loan, on n'a même pas, je n'ai pas le chiffre en question ici, mais c'est pas grave. Je vais regarder le total asset ici. Non-performing loan ici par rapport au total asset. Non-performing loan par rapport au total asset. On a combien? On a à peu près 2,56. OK. Quand je regarde ici le total asset, on va trouver le chiffre de toutes les façons. Total asset, on a quoi? On a 10 milliards, 10 trillions de roupies indonésiens. D'accord? Oui, on me fait parler d'entreprise. Je ne sais même pas c'est quoi cette compagnie-là. Alors, ici, en tout cas, ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. On le fait toujours comme ça. Même si d'aucuns pensent que les vidéos sont généralement très longues. C'est drôle, parce que là, j'essaie de donner le maximum d'informations possible. Parfois, les gens pensent que ce n'est pas important ce que je dis, mais bon, je considère généralement que ce n'est pas le calcul qui est important à la fin de la journée. C'est vraiment pas le calcul qui est très important. Le calcul ne veut rien dire du tout. OK? C'est quelque chose, tout le monde peut le faire. Pensez en termes de rendement. C'est le raisonnement derrière qui est totalement différent parce que les gens se limitent jamais à ces calculs-là. Bref, si l'entreprise ici perd la totalité des 2,56% ici, d'accord, ça représente 267 milliards. Vu qu'elle n'a que provisionné 50% de ce montant, il lui reste encore 134 milliards à aller chercher. Et vous avez vu, les bénéfices nets sont de combien en date d'aujourd'hui? Les bénéfices nets, ici, on a à peu près 15 milliards. Donc, il y aura une dépréciation des actifs. Et vu que les banques, c'est essentiellement l'étude du bilan, on devrait même encore aller regarder la qualité de ces actifs-là, vous vous rendez compte ici que c'est une entreprise ici qui a à peu près des actifs tangibles par action de 3 milliards 327. OK? 3 milliards 327. OK? Donc, techniquement, si on a une perte ici totale de ces actifs non performants-là, on va devoir trouver 133 milliards. Trouver, soit en prenant une dette supplémentaire ou en émettant de nouvelles actions. En tout cas, de l'ordre de 133 milliards. Donc, ça veut dire ici, par rapport au prix actuel, on a à peu près une dilution ici de près de 6%, 6 à 7% par là, de dilution. Possible. Juste par rapport à la perte totale. Ça, je ne dis pas que c'est arrivé, hein, mais ça veut dire que l'entreprise ici, en termes de capitalisation, c'est pas si évident que ça. Et encore, on peut regarder ce qui est drôle ici, ce que vous allez voir ici, le core Tier 1 ratio ici, qui représente ici le pourcentage des actifs liquides par rapport au total des actifs à risque ici. Il est à peu près de 51,64%. De manière réglementaire, il faut qu'il soit aux alentours de 10%. Il est même plus élevé que ça. 5 fois plus élevé que ça. Techniquement, ça devrait être extraordinaire. Mais non. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette compagnie-ci. De toute façon, c'est suffisant pour moi pour aller ailleurs. Donc, dès que vous avez un return on equity ici inférieur à 10, ou bien aux alentours de 10, là, moi, je passe à autre chose. Les net income qui sont bizarres, je passe à autre chose. OK? Donc, ici, si vous regardez les actifs tangibles par action de cette compagnie-ci par rapport les actifs tangibles par action, ici, vu qu'ils ont tendance à augmenter, techniquement, pour les banques, pareil, si c'est une banque ici commerciale, donc hors banque d'affaires ici, on peut les évaluer par rapport à leurs actifs tangibles par action. Et quand on constate quoi ici? On constate que si on les achète à leurs actifs tangibles par action à leur juste valeur, d'accord, si les actifs tangibles par action sont à leur juste valeur, ça devrait valoir 208 $ l'action. Et c'est à peu près stable depuis la nuit des temps. OK? Or, aujourd'hui, c'est 126 $ l'action. Est-ce que le marché a tendance à payer des actifs tangibles par action? Quel est le multiple que le marché paye généralement pour cette compagnie-ci en termes de moyenne? Il paie à peu près une fois les actifs tangibles par action. Mais il y a quelque chose de bizarre dans cette compagnie. Donc techniquement, elle est sous-évaluée. Quantitativement, elle est sous-évaluée. Mais c'est bizarre. Return on equity inférieur à 10. Par rapport au dépôt, vous avez plus de prêts. Les prêts sont plus élevés que le total des dépôts. Techniquement, ça fragilise le bilan financier. OK? Également ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les net income, les revenus augmentent, mais les net income ici sont à peu près stables, donc les marges diminuent. Est-ce que c'est intéressant? Et quand même, on peut aller regarder si on a un autre élément, c'est le net interest income ici qui est à peu près négatif, qui est à peu près, pas négatif, mais qui est très élevé par rapport à ce qu'on gagne. Donc techniquement, je ne sens pas cette compagnie. Et elle ne paye pas de dividendes. Oui,
Parce que sur les bancaires, là, s'il n'y a pas de dividende, lâchez l'affaire. Passez à autre chose. S'il n'y a pas de dividende, et vous savez que sur cette chaîne, on ne parle pas de dividende. OK? Mais sur les compagnies bancaires, s'il n'y a pas de dividende, passez à autre chose. OK? Parce que ces entreprises-là sont très complexes à analyser. Hormis le fait, quand bien même vous aurez regardé les éléments quantitatifs, etc., encore faut-il que l'entreprise vous dise la vérité dans ses rapports financiers. Et ils ont parfois les moyens de les cacher. De cacher cela. C'est pour ça qu'on aime rechercher jamais la consistance. D'accord? Si vous allez regarder par exemple Crédit Suisse, la faillite de Crédit Suisse, quand vous regardez les résultats financiers de Crédit Suisse, juste les bénéfices nets, ça vous dit déjà que c'est une compagnie ici qui est instable du point de vue ici bénéfice. La culture d'entreprise en elle-même était pourrie. Et une culture d'entreprise pourrie dans une banque, c'est mort. C'est pour ça que Warren Buffett, par exemple, a vendu toutes ses actions Wells Fargo. Même si quantitativement, Wells Fargo est intéressante, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas confiance à la culture d'entreprise. Oui, dans les banques, c'est ça. La culture d'entreprise ici, ça peut être le fait que, voilà, simple, hein, on pourrait avoir une banque ici qui est très entreprenante. On vous dit qu'ok, on veut absolument avoir le maximum de prêts possible. On s'en fout de savoir si les personnes sont solvables ou pas. On veut que tu prêtes le maximum d'argent possible parce qu'on veut gonfler les chiffres. Prête à des taux d'intérêt comme tu veux, voilà, très élevés. On veut juste voir le volume de prêts augmenter avec les taux d'intérêt qui sont là. Les investisseurs seront contents. Tout le monde aura ses bonus. Mais vous ne savez pas à quel point le bilan est pourri. OK? Donc, pas de dividende pour une compagnie bancaire. Bye bye. Bénéfice net instable pendant plusieurs années. Bye bye. Return on equity inférieur ici à 10. Bye bye. Et ce n'est pas que ça. Il y a d'autres éléments derrière. Donc, je ne sais pas qui m'a proposé cette banque-ci, mais franchement, les mots me manquent. Franchement, c'est... Voilà. Le lien vers le service Top Premier dans la description de la vidéo. Si vous voulez à peu près me mettre dans ce genre d'état-là, n'hésitez pas à me proposer des entreprises que je ne vais forcément pas aimer. Mais franchement, celle-ci, ça ne vaut vraiment pas la peine. En fait, elle est sous-évaluée quantitativement, mais franchement... Bonne journée.